Alors, salut. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, dans un tutoriel de plus d'une heure, vous faire, dans un premier temps, de la statistique descriptive. La statistique descriptive, nous allons vous montrer euh, quels sont les fondements même de la statistique descriptive, c'est quoi la moyenne, la variance, les cas types, dans quel contexte utiliser telle ou telle caractéristique de tendance centrale ou alors de dispersion, c'est quoi les box plots, nous allons vous montrer de façon globale les fondements même de la statistique descriptive. Alors, après vous avoir montrer les fondements même de la statistique descriptive d'un point de vue théorique dans dans ce tutoriel. Nous allons, au-delà d'une heure de partie théorique, vous présenter l'implémentation de ces différents concepts que nous vous aurions montrés dans la théorie sous SPSS. Alors, donc, nous allons commencer par la partie théorique et à la fin, après près d'une heure de temps de théorie, nous allons planter le décor en vous présentant tout simplement l'implémentation de la statistique descriptive sous SPSS. Pour ce qui est de définition, nous pourrons définir la statistique de façon générale comme la science qui a pour objectif le recueil, l'analyse et l'interprétation de données observées. Et donc, on distingue, on distingue une importance entre, il y a une différence fondamentale entre la statistique et les statistiques. La statistique fait en général référence à la science, alors que les statistiques font référence aux résultats chiffrés, comme par exemple les statistiques du chômage. Donc, il faut véritablement faire la nuance entre la statistique et les statistiques. Et donc, en termes de démarche, pour ce qui est de la statistique descriptive, pour ce qui est de la statistique de façon générale, on a un recueil de données et puis une deuxième étape qui consiste à l'analyse et l'interprétation des données. L'étape de recueil de données, c'est une étape à laquelle on collecte un certain nombre d'informations sur une problématique particulière et la phase d'analyse et d'interprétation, on peut soit faire une analyse descriptive, résumer et présenter les données de manière la plus pertinente possible, moyen d'indicateurs statistiques ou alors de représentation graphique. Ou alors, on peut faire une statistique inférentielle qui est une situation qui consiste à extrapoler les résultats liés à un échantillon, à une population sous-jacente. Donc, voilà en quelque sorte tout ce qui est des concepts clés qui nous seront utiles dans le cadre de ce tutoriel. Voilà. Et donc, comme vocable dans ce sens-là, on peut dire que lorsque une étude est réalisée sur l'ensemble d'une population, on parle de recensement. Lorsque, étant donné une population, on met une étude sur toutes les différentes entités que constitue la population, on peut considérer qu'on a fait un recensement. Mais lorsque l'étude est réalisée sur une sous-population plus petite, on parle d'échantillon. Donc, si on a par exemple si on prend par exemple la population de la France et qu'on tire 1000 individus sur la population française, on dirait qu'on a un échantillon de 1000 Français par exemple. Donc l'échantillon consiste à restreindre à notre population une partie qui pourra être utilisée dans le cadre d'une étude. Donc cet échantillon extrait de la population par le biais de méthodes d'échantillonnage. On a par exemple la méthode d'échantillonnage aléatoire simple qui consiste à tirer au hasard et de manière indépendante un individu d'une population donnée, un certain nombre d'individus d'une population donnée.
Et donc, un échantillon est constitué d'individus statistiques. Donc, chaque entité de notre échantillon est considérée comme un individu statistique ou une observation statistique. Et donc, sur ces individus sont mesurés des caractères. Ça peut être l'âge, on peut tirer une population du Cameroun sur laquelle on prélève l'âge, le poids, la couleur des yeux et ainsi de suite. Et ces éléments-là sont généralement appelés en statistique les variables. Donc, il en existe deux types de variables, les variables qualitatives et les variables qualitatives qui sont conçues de modalités. Nous y reviendrons d'un moment à l'autre. Donc, pour ce qui est des types de variables, on a, comme je le disais tantôt, des variables quantitatives. Ce sont des variables qui sont quantifiables, qu'on peut utiliser un chiffre pour pouvoir les déterminer. Ces variables quantitatives, on en distingue également deux types, des variables quantitatives continues, que peuvent être l'âge, le poids, la taille et bien d'autres encore. Également les variables quantitatives discrètes, qui sont des variables qui ne peuvent prendre qu'un nombre limité de valeurs. Autrement dit, on peut là entrevoir par exemple l'exemple du nombre de personnes d'un foyer. On ne peut pas avoir un nombre infini de personnes, ou alors le nombre de personnes d'un foyer ne peut prendre que des valeurs numériques données. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'autre type de variables, on a les variables qualitatives, donc qui ne sont pas quantifiables. Donc, on peut avoir par exemple comme variable qualitative les variables binaires, comme par exemple le sexe qui a deux modalités, masculin et puis féminin. On ne peut pas quantifier le sexe, mais le sexe peut être utilisé à titre qualitatif. Donc, on a également les variables nominales, comme par exemple la couleur des yeux, marron, bleu, vert, gris. Les variables nominales s'opposent aux variables ordinales dans la mesure où les variables ordinales permettent d'avoir une appréciation. Donc, on ne peut pas dire par exemple que la couleur marron, bleu ou vert, c'est par exemple la meilleure couleur. En fait, cette classification ne peut pas permettre d'avoir un ordonnancement des couleurs des yeux. Par contre, si on veut par exemple donner une appréciation sur d'être un produit, on peut par exemple dire qu'il est mauvais, passable, bien, très bien, excellent. Le fait d'appeler ce type de variable ordinale vient de ce que partant de mauvais, en passant par passable, bien et très bien, et pour déboucher sur excellent, on voit bien un ordonnancement, on voit que passer d'une modalité à l'autre augmente l'appréciation qu'on a de la variable. C'est la raison pour laquelle on parle de variable ordinale. Donc, il existe un certain lien entre les concepts statistiques et probabilistes. Nous avons tout à l'heure parlé, par exemple, de la population qui correspond à l'espace fondamental lorsqu'il s'agit de probabilité. On a parlé tout à l'heure de tirer des individus dans une population donnée, ce tirage d'individus, ou alors l'expérimentation en statistique correspond à une épreuve, ce qu'on appelle une épreuve en probabilité. Les individus, les observations correspondent à ce qu'on appelle en probabilité des événements aléatoires. Une variable ou alors un caractère correspond en probabilité à ce qu'on appelle une variable aléatoire. Donc, un échantillon correspond à une répétition d'épreuves. Donc, des épreuves répétées constituent un échantillonnage. La taille de l'échantillon ou alors l'effectif total correspond au nombre de répétitions d'une épreuve donnée. Et donc, on peut déboucher par exemple sur la fréquence observée qui correspond en quelque sorte à une probabilité ou une chance de survenue d'un événement donné. Et on a également en statistique ce qu'on appelle des distributions observées ou de lois empiriques. Ou loi empirique, ça correspond en probabilité à une loi de probabilité. On peut parler de caractéristiques de tendance centrale comme la moyenne qui correspond à l'espérance mathématique ou les cas probabilistes.
ou alors de la variance observée qui correspond à la variance mathématique. Nous y reviendrons. Voilà, donc ce lien-là qui peut être établi entre la variance, la statistique et la probabilité peut être schématisé par ce graphique que vous percevez à l'écran. On a une population qui correspond à probabilité à un univers particulier sur lequel on peut prélever des échantillons ou faire des événements élémentaires, on peut faire des tirages d'individus, on peut faire tout ce qui va avec. On peut calculer les fréquences qui correspondent en probabilité à calculer la probabilité d'appartenir d'un événement donné. Des moyennes arithmétiques peuvent être calculées dans notre échantillon qui correspondent à l'espérance mathématique. Pareil pour la variance observée qui correspond aux variances mathématiques. Et donc, nous allons passer à la première phase, la première étape d'une analyse descriptive qui correspond au recueil de données. On recueille un certain nombre d'observations d'un certain phénomène étudié. Et donc, à travers les différentes variables de notre phénomène, pour capter notre phénomène, variable, par exemple, on peut avoir l'âge du patient, l'indice de masse corporelle, on peut avoir le niveau de satisfaction de la consommation d'un produit particulier. On peut également dans avoir des données nombreuses ou difficiles à obtenir. Donc, on peut faire appel à la mise, on peut mettre en place de méthodes rationnelles de recueil, de méthodes d'échantillonnage. On construit un échantillon représentatif de la population s'il est difficile de faire une étude sur une population entière. Nous pouvons également faire un plan d'expérience, comment construire l'expérimentation en vue de répondre correctement à l'objectif de notre étude. Voilà. Pour ce qui est toujours du recueil de données, on peut avoir comme exemple le recueil de données, un questionnaire soumis à un échantillon de patients dans un hôpital de radiologie. On peut par exemple savoir par exemple la situation cardiaque radiologique dans une population donnée. On peut aller dans un hôpital de la ville peut-être concernée, administrer des questionnaires à un échantillon de patients qui pourra nous permettre de faire des statistiques descriptives. Et donc l'objectif ici, c'est d'évaluer la satisfaction et mettre en évidence les problèmes pour améliorer les pratiques du patient dans la branche radiologie. Et donc, dans notre questionnaire patient, on peut avoir des identifiants, peuvent être le nom, le prénom, la date de naissance du patient, peuvent également être considérés comme des variables, mais nous allons tout simplement considérer que ce sont des identifiants. On peut avoir des variables quantitatives, comme par exemple la taille ou le poids du patient. On peut avoir des variables qualitatives comme le sexe. On peut par exemple avoir les variables sur le jugement que le patient peut faire sur l'accueil téléphonique lors de sa première prise de contact avec le service. Le patient, cette variable peut être matérialisée par la question: comment avez-vous jugé l'accueil téléphonique lors de votre première prise de contact avec le service? Et donc le patient peut dire si le service a été excellent, bon, passable, mauvais. On a utilisé une variable qualitative ordinale, elle n'est pas nominale, elle est ordinale, puisqu'on peut pouvoir classifier le niveau de satisfaction du patient. On peut également chercher à savoir le jugement que le patient a fait de la manipulation du scanner ou de l'IRM. Voilà. Donc, dans le recueil de données, on peut avoir
une fois notre questionnaire administré sur le patient, on peut par exemple regrouper nos données sur un tableur. Comme par exemple Excel où sur chaque ligne on représente un individu et puis en colonne on représente nos différentes variables qui peuvent être quantitatives ou alors qualitatives. Dans le cas de variables qualitatives, il faut se rassurer d'utiliser des codages chiffrés plutôt que des textes. Donc on peut avoir 1 pour excellent, 2 pour bon, 3 pour passable ou alors 4 pour mauvais. Donc cela permettra de minimiser des erreurs de codage. Vous pouvez par exemple avoir un mauvais en majuscule ou un mauvais en minuscule. Donc une codification chiffrée vous permet de limiter un certain nombre d'erreurs. Je vais illustrer cela par un petit exemple où on a par exemple des données collecter les données sur la consommation des ménages d'un pays, ou alors les dépenses gouvernementales, l'indice des prix à la consommation, le PIB par habitant. Et donc nos individus ici, ce sont des années. Chaque année, on collecte un certain nombre d'informations sur ces différentes variables-là. De façon globale, le recueil de données dans un tableur peut être représenté comme ceci. On a par exemple le numéro du patient, on a le nom, le prénom, la date de naissance, la taille, le poids, le sexe, l'accueil téléphonique, l'accueil manip. Voilà en quelque sorte un peu comment les données peuvent être formatées dans la plupart des logiciels d'analyse statistique, notamment Excel et d'autres types de logiciels. Et donc on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces données. Donc il faut les analyser et les interpréter. Pour cela, il faut faire une statistique descriptive ou alors une statistique inférentielle ou les deux concomitamment. Et donc, il est important que toute analyse statistique puisse répondre à un ou plusieurs objectifs principal ou secondaire. Il est essentiel de construire un plan d'analyse statistique afin de poser les questions relatives à notre étude. Voilà, on peut donc procéder à des statistiques univariées ou alors multivariées. Mais pour ce qui est de la statistique descriptive univariée, l'objectif est de résumer et présenter les données observées sous la forme la plus pertinente possible. Et donc, grâce à des indicateurs statistiques dont nous allons y revenir dans un instant, nous pouvons faire des représentations graphiques, nous allons y revenir également. Le choix se fait en fonction de la nature des variables, et puis on peut procéder à un descriptif des données permettant de mettre en évidence les valeurs aberrantes, par exemple. Nous allons revenir sur tous ces points dans un instant dans le cadre de ce tutoriel. Voilà. Pour ce qui est des indicateurs statistiques pour les variables quantitatives précisément, on a des indicateurs de position, on a le mode. Le mode d'une distribution est la valeur la plus fréquente de celle-ci. Soit à considérer une série dont les différentes réalisations sont 12, 14, 12, 15, 12, 17 et 18. Le mode de cette série peut être déterminé en utilisant les effectifs. Pour ce qui est de la valeur 12, son effectif est de 3. La valeur 14 s'est réalisée une seule fois. Il en est de même pour la valeur 15, les valeurs 15, 17 et 18. Et donc, on va conclure que le mode de cette série statistique est 12. 12, c'est le mode de cette série statistique. Mais en guise de remarque, on peut également voir que si les données sont regroupées par classe, on définit la classe modale comme la classe dont la densité d'effectifs est la plus élevée et on attribue arbitrairement, il faut bien le dire, que c'est de façon arbitraire, au mode la valeur centrale de cette classe. Donc on détermine la classe qui a la plus grande densité d'effectifs. Comprenez bien ce que ça veut dire.
Et donc, le mode de la série, c'est le centre de la classe qui a le plus grand effectif. Donc, une distribution peut être polymodale. Polymodale, comment on dit, il y a plusieurs classes qui ont peut-être la même densité et qui est maximale. Donc, dans ce cas, on peut avoir plusieurs modes. Et comme indicateur statistique, les indicateurs de position également. Après le mode, on peut avoir la moyenne arithmétique qui se calcule comme vous pouvez le constater sur votre écran. Il faut quand même tout de même se méfier des moyennes en disant qu'elles sont très sensibles aux valeurs extrêmes. Lorsqu'on a des petites tailles d'échantillons, il serait intéressant de faire peut-être appel, si possible, à d'autres types de moyennes dans le cadre d'une interprétation de statistiques descriptives. Mais on a également les moyennes pondérées qui attribuent à chaque réalisation ou à chaque individu un certain poids. Et donc la moyenne pondérée se calcule comme une combinaison, ratio entre la combinaison de réalisation de ce variable avec comme pondération les poids et puis que l'on divise par la somme des pondérations des poids qu'on attribue. Lorsqu'on peut par exemple calculer une moyenne générale de la classe, on peut calculer la somme de toutes les moyennes de chaque élève dans une classe et divisé par l'effectif total de la classe. Là, on a une moyenne arithmétique qui correspond à la moyenne générale de la classe. Par contre, pour un individu donné de la classe, si on veut par exemple calculer sa moyenne et qu'on a décidé par exemple que chaque matière a un coefficient donné, là, on ne pourra plus utiliser moyenne arithmétique dans la mesure où chaque individu n'a plus le même poids. Chaque matière n'a pas le même poids. On a affecté les coefficients en mathématiques, c'est coefficient 6, le français, coefficient 3. Et donc on utilise cette pondération là pour calculer la moyenne qui est cette fois-ci pondérée. Donc vous avez déjà sûrement eu à calculer des moyennes pondérées dans votre vie sans vous en rendre compte, effectivement. Et donc, si on peut prendre par exemple un exemple pour illustrer les moyennes arithmétiques. On a des observations d'une variable aléatoire qui ont donné par exemple dans la successivement 12, 13, 18, 9, 4, 13, 7, 12, 10, 19. Les notes de n étudiants, ce sont des notes de n étudiants, et donc la moyenne arithmétique est donnée par la relation qui est là. Pour cette séquence, on trouve par exemple une moyenne de 11,7. Alors que si on veut par exemple calculer les notes d'un étudiant, on a la note pour une matière donnée et puis son coefficient. Pour la première matière qui était de 12, le coefficient était de 2. L'autre matière où l'étudiant a eu 15, la note était de 3. Pour une autre matière où la note était de 13, le coefficient était de 2. Pour 16, le coefficient était de 4. Et donc, on peut tout simplement calculer la moyenne pondérée et trouver que la moyenne de l'élève est de 14,45. Donc, voilà pour ce qui est de moyenne pondérée. Et comme un autre indicateur de positionnement, on a la médiane, qui est un indicateur qui est également sensible, qui est insensible aux valeurs extrêmes, autant pour moi, qui peut être utilisé dans les cas où on a des échantillons de petite taille. L'idée maîtresse ici, c'est que 50% des observations ont une valeur inférieure ou égale à la médiane et 50% des observations ont une valeur supérieure ou égale à la médiane. Le calcul de la médiane est fonction de la parité du nombre d'observations. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, la médiane est très insensible aux valeurs extrêmes. Nous allons prendre maintenant un exemple pratique pour vous montrer comment on peut calculer. Dans le cas d'un échantillon impair, on ordonne nos réalisations d'une manière croissante de la série de données. Et puis la médiane est égale au rang n plus 1 sur 2
où n représente le nombre d'observations. Donc, on classe nos observations dans l'ordre croissant et l'observation de rang n plus 1 sur 2 représente notre médiane. Et donc l'illustration est donnée là, dans cet exercice là, où on a une réalisation dans la séquence 3, 2, 6, 5 et 4. Pour calculer la médiane, on ordonne la série de manière croissante. 2 est la plus petite, donc le rang c'est 1, 3 c'est la deuxième, 4 troisième en termes de positionnement, 5 c'est quatrième et 6 représente notre cinquième réalisation dans ce classement. Et donc notre médiane correspond à la valeur, le rang qui est 5 plus 1 sur 2, donc 3. Donc finalement la modalité, la réalisation correspondant au rang 3, c'est donc la réalisation 4. Donc la médiane de notre distribution statistique est donc 4. Voilà un peu comment on peut procéder pour calculer la médiane dans le cas d'un échantillon pair. Dans le cas où on a un échantillon, le cas précédent c'était le cas des échantillons impair. Maintenant, dans le cas d'échantillon pair, on ordonne de manière croissante notre série de données, comme dans le cas précédent. Et donc, la médiane, c'est donc la modalité de rang n plus n divisé par 2. Et la moyenne des valeurs de rang n divisé par 2 et de rang n plus 2 divisé par 2. Donc, on fait une moyenne puisque on a deux valeurs qui qui chevauchent dans le seuil de 50%, et puis on fait une moyenne pour avoir tout simplement notre médiane. Donc à titre d'exercice, on peut prendre une séquence 3, 2, 6, 5, 4, 7 pour pouvoir calculer notre médiane. On ordonne la série de manière croissante. Donc, les valeurs sont dans cet ordre 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Lorsqu'on les classe par ordre croissant, et donc la médiane correspond à la moyenne de la valeur de rang 6 sur 2, la valeur de rang 3 qui est 4 et la valeur de rang 8 sur 2 qui correspond à 4. 8 sur 2, voilà. Et donc notre médiane c'est donc 4 plus 5 divisé par 2 qui est de 4,5. Donc la médiane de notre distribution est de 4,5. Donc on peut donc bien évidemment voir que le nombre de modalités de réalisation de mode inférieur à 4,5 et supérieur à 5,5 sont de 50%. Donc comme autre indicateur de positionnement, on a les quartiles. Les quartiles sont les valeurs qui partagent les séries ordonnées en 4 groupes de même effectif. Le premier quartile permet d'avoir 25% des observations qui ont les valeurs inférieures ou égales au quartile. Donc réciproquement, on peut définir par exemple le troisième quartile qui permet d'avoir 75% des observations qui ont une valeur inférieure ou égale au quartile correspondant. Et donc de la même façon, la médiane n'est rien d'autre que le deuxième percentile, si on veut aller dans ce sens là. Donc dans une distribution là, le minimum, on peut avoir le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et puis le maximum de notre distribution. Et donc on peut également définir la notion de percentile comme les valeurs qui partagent notre série en 100 groupes de même effectif. 100 groupes de même effectif. On aura le premier, le deuxième jusqu'au centième percentile de la distribution. Et donc à titre de récapitulatif, pour ce qui est des caractéristiques de positionnement, on a le mode qui a comme avantage d'être un bon indicateur dans le cas des distributions asymétriques. On a qui est un bon indicateur de population hétérogène. Lorsque la population est hétérogène, il est intéressant d'utiliser le mode. Il est
insensible aux valeurs extrêmes. Comme inconvénient, il se prête mal au calcul statistique et il est sensible aux variations d'amplitude de classe. Et donc, on a également la moyenne qui a pour avantage de se prêter très facilement au calcul de tests statistiques, qui est un bon indicateur de distribution symétrique et de dispersion faible. Donc, comme inconvénient, il est sensible aux valeurs extrêmes et représente mal les populations hétérogènes. On a la médiane qui a comme avantage d'être moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne, un bon indicateur de distribution asymétrique. Comme inconvénient, naturellement, se prête très mal au calcul statistique et comme inconvénient également, c'est le classement peut être long si les valeurs sont très nombreuses pour pouvoir déterminer la médiane. Et donc, on peut regarder un peu les distributions symétriques et asymétriques dont je vous ai parlé tantôt. Lorsqu'on a une distribution symétrique, les modes, les médianes et les moyennes coïncident, alors que lorsqu'on a des distributions asymétriques, il peut y avoir des différences qui sont très grandes entre ces différentes caractéristiques de positionnement que sont le mode, la médiane et puis la moyenne. Voilà, le deuxième type d'indicateurs qu'on peut avoir sont des indicateurs de dispersion. On a la variance qui se définit comme étant la moyenne des écarts à la moyenne de notre distribution. Il faut remarquer ici que la dimension de la variance est le carré de celle de notre variable. Et donc, il est difficile d'utiliser la variance comme nombre de dispersion à cause du changement d'unité. Donc, pas de sens biologique direct, contrairement à l'écart type qui s'exprime dans la même unité que la moyenne. Et donc, notre écart type, c'est tout simplement la racine carrée de notre variance. Et donc, il s'exprime dans la même unité que la variance. Il peut être utilisé comme un bon indicateur de dispersion. Le théorème de Konig-Huygens nous permet de décrire notre variance qu'on a définie plus haut comme la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, qui peut désormais s'écrire comme la somme des carrés, la moyenne des carrés moins le carré de la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Donc dans ces conditions-là, on a un exemple qui peut bien être illustré là, qui vous permet de calculer, étant donné notre distribution, la variance de deux façons différentes, en faisant la moyenne des écarts à la moyenne, puisque la moyenne de notre échantillon était de 14 et la taille était de 5. On peut calculer la moyenne des écarts à la moyenne, ou alors calculer dans un premier temps le carré des moyennes, la moyenne des carrés qu'on retranche, auquel on retranche le carré de la moyenne, et on va obtenir la même variance qui est de 2 et donc un écart type de 1,41. Et donc pour pouvoir résumer les indicateurs de variables quantitatives, on peut prendre plusieurs situations. Si on a un échantillon, si la taille de notre échantillon est supérieure à 30, qui garantit l'insensibilité aux valeurs moyennes, on peut résumer nos variables quantitatives en faisant moyenne plus ou moins écart type pour pouvoir résumer notre variable quantitative. Mais dans le cas où on a un échantillon inférieur à 30, on peut prendre la médiane moins la différence interquartile. Pour pouvoir résumer la différence entre le premier et le troisième quartile. On peut prendre cet intervalle pour pouvoir résumer l'information dans le cas de variable quantitative. Maintenant, pour les indicateurs de variables qualitatives, on peut utiliser les tableaux de distribution. Les tableaux de distribution, on a les variables qualitatives nominales. Donc, pour chaque modalité, on définit l'effectif de notre modalité
autrement dit le nombre d'observations représentant la modalité. Donc les modalités doivent être mutuellement exclusives. Il faut bien le préciser. Donc l'effectif total de notre échantillon étudié sera donc égal à la somme des effectifs de chaque modalité de notre variable. Donc pour ce qui est de notre tableau, de façon pratique, si on considère par exemple une répartition de groupe sanguin dans un hôpital donné, on peut par exemple voir que dans notre échantillon, 45 des 100 personnes échantillonnées étaient du groupe O, alors que dans le groupe A, ceux du groupe A étaient 40, tandis que 10 et 5 respectivement étaient des groupes B et AB respectivement. Dans les 100, on peut calculer la fréquence qui est le ratio de l'effectif de notre modalité par l'effectif total. Ce ratio-là permet de définir la fréquence. Donc, on a la fréquence qui est calculée dans notre tableau. Le pourcentage, en quelque sorte, est exprimé en multipliant notre fréquence par 100. En multipliant la fréquence par 100, on obtient le pourcentage d'individus dans la classe considérée. Et donc, toujours pour ce qui est des variables qualitatives, mais cette fois-ci ordinales ou quantitatives discrètes, on peut utiliser les fréquences cumulées. Mais ça, c'est essentiellement dans le cadre des variables ordinales, puisque si elles sont nominales, dans la mesure où dans les variables nominales, on ne saurait sommer. On ne saurait, par exemple, dans le cas par exemple, de la couleur des yeux, si elle est bleue, blanche, dit par exemple, résumer par exemple ceux qui ont à la fois la couleur bleue et jaune, parce que la couleur est unique. Par contre, dans le cas d'une satisfaction des clients, on peut par exemple déterminer ceux qui ont une satisfaction à la fois faible et moyenne. Donc on peut cumuler, si on a trois modalités, faible, moyenne et bonne, on peut par exemple voir ceux qui sont faibles et moyennes en même temps, par exemple. Par contre, pour la couleur des yeux, on ne peut pas savoir, on ne peut pas regarder ceux qui ont à la fois une couleur bleue et blanche, puisqu'on ne peut pas avoir deux couleurs différentes. Par contre, on peut cumuler par exemple les appréciations. C'est la raison pour laquelle les valeurs cumulatives ne sont valables que pour des variables ordinales. Donc, on peut calculer la fréquence cumulée en additionnant les fréquences dans les modalités précédentes de notre variable considérée. Et donc, on peut résumer dans un tableau de distribution des effectifs et fréquences cumulées nos différentes modalités, étant donné une variable qui a un certain nombre de modalités x1, x2 jusqu'à xp. On peut avoir l'effectif de chaque modalité, on peut calculer la fréquence qui est l'effectif sur l'effectif de la modalité correspondante sur l'effectif total. On peut cumuler les effectifs, on peut également calculer les effectifs cumulés. Et donc, si on prend par exemple le nombre d'enfants d'une famille, on a des familles qui ont 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 enfants. Dans notre échantillon, par exemple, on en avait 10 qui n'avaient pas d'enfants, 24 qui n'en avaient qu'un seul, 32 ménages qui n'avaient que 2 enfants, 19 ménages avec 3 enfants, 8 ménages avec 4 enfants, et ainsi de suite. On peut calculer la fréquence, l'effectif cumulé et puis la fréquence cumulée et la somme de la fréquence cumulée de la modalité qui a la plus grande appréciation, puisque ça l'utilise de variables ordinales, est de 1. On somme les variables, on cumule et puis la plus grande fréquence cumulée de la dernière modalité doit être forcément de 1 vu le mode de calcul. Pour ce qui est des tableaux de distribution pour les variables quantitatives, il est intéressant de regrouper nos différents tableaux en classes. Et donc, il est nécessaire de regrouper, par exemple, les différentes valeurs prises par la variable. Si on prend, par exemple, si on prend le cas de la taille, on peut, par exemple, prendre ceux qui sont entre
150 et 160 cm, comme une classe 60 à 170, 170 à 180 comme intervalle. Et donc l'intervalle de chaque classe est également appelé l'amplitude, donc qui n'est rien d'autre que la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Et en règle générale, on choisit les classes de même amplitude. Mais dans le cas contraire où on a, pour une raison ou pour une autre, des classes qui n'ont pas la même amplitude, on peut calculer la densité de fréquence, qui n'est rien d'autre que la fréquence divisée par l'amplitude d'une autre. Et donc cette densité de fréquence permet de comparer les fréquences d'une classe à une autre. Pour ce qui est des indicateurs de variables qualitatives, toujours, on a par exemple l'exemple de classe de taille en centimètres dont nous en avons parlé un peu plus tôt. On a une classification en classe de 140 à 160, de 160 à 165 et ainsi de suite. On peut calculer le centre de notre classe, de chaque classe, en faisant la différence de nos en faisant la valeur inférieure plus la valeur supérieure divisée par 2. C'est ça le centre de notre classe. On peut calculer notre effectif, on peut calculer notre fréquence, on peut calculer la densité, l'effectif cumulé, la fréquence cumulée. Maintenant, si on veut par exemple regarder le mode, on va regarder la classe qui a la plus grande fréquence, qui a la plus grande densité, pour pouvoir connaître le mode. Et le mode va correspondre par exemple au centre de la classe correspondant à la classe qui a la plus grande densité. Donc vous pouvez utiliser ces cadres pour pouvoir déterminer les caractéristiques de tendance de positionnement dans votre échantillon. On va maintenant passer aux représentations graphiques. Pour ce qui est des variables quantitatives, par exemple, on peut faire l'histogramme des fréquences, dont le principe fondamental est de procéder au découpage de la variable quantitative en classe dans un premier temps. Et donc, l'aire de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe. Si les amplitudes sont égales, la hauteur du rectangle sera donc égale à l'effectif ou alors la fréquence de la classe. Si dans le cas contraire, on a une hauteur du rectangle égale à la densité des effectifs. Donc, la représentation sous forme d'histogramme on fait une représentation sous forme d'histogramme pour avoir une idée de la distribution des données. Et donc, en observant la distribution d'histogramme des fréquences, on peut avoir une idée sur la loi que pourrait vérifier notre réalisation. Elle peut ressembler à une distribution de loi normale ou alors une autre loi connue. Toujours pour ce qui est des représentations graphiques, dans les variables quantitatives, on peut faire une boîte à moustache qui représente les différentes variables, qui représente les différents quantiles. Le premier quantile dans notre échantillon, la médiane qui est en trait noir. On a le deuxième quantile dans notre échantillon. On représente la médiane plus 1,5 fois l'intervalle interquartile. On représente sous cela. Et donc les valeurs qui sont au-delà, par exemple, ce point-ci représente une valeur qui est au-delà, qu'on peut considérer comme des valeurs aberrantes. Et donc la boîte à moustache permet de savoir s'il y a des valeurs aberrantes dans notre échantillon. Les valeurs qui sortent de la médiane plus 1,5 fois l'intervalle interquartile ou alors la médiane moins 1,5 fois l'intervalle interquartile sont considérées comme des valeurs aberrantes et donc sont représentées à l'extérieur de la boîte à moustache de notre échantillon. Donc on peut également utiliser des diagrammes en barre pour la représentation de distribution d'une variable en modalité. Si on a une variable qui a un certain nombre de modalités, on peut utiliser un diagramme en barre qui représente les effectifs ou alors les pourcentages qui sont calculés pour chaque modalité.
Et comme exemple, on peut avoir l'appréciation peut-être d'un produit qui est conçu de 4 modalités: mauvais, passable, bon et excellent. Et donc, à titre graphique, vous voyez là la représentation graphique de notre variable qualitative qui a 4 modalités: mauvais, bon, excellent et puis bon. Donc, sur notre représentation graphique, notre diagramme en bas, on a porté les effectifs. On aurait pu porter les pourcentages correspondant à chaque modalité. Mais toujours est-il que le diagramme en bas, d'un point de vue graphique, permet de voir quelles sont les modalités qui sont les plus visibles. Et donc, on peut, par exemple, au moyen de ce graphique, se rendre très vite compte que la modalité passable est le mode de notre série. Et donc, on peut également utiliser des diagrammes circulaires qui permettent de visualiser la répartition des modalités de la variable, dont chaque modalité est représentée par une part et dont la surface de chaque part est proportionnelle au pourcentage associé à la modalité, où l'angle alpha i de la modalité peut être calculé en multipliant 360 par la fréquence de notre échantillon. On va tout prendre l'exemple de l'appréciation et voir que notre appréciation peut être représentée sur notre diagramme circulaire qui est là et qui représente les différentes modalités: mauvais, passable, bon, excellent, que vous pouvez bien distinguer à travers la légende par leurs différents pourcentages qui sont proportionnels au nombre de personnes ayant opté pour telle ou telle autre modalité. Et donc, pour ce qui est des représentations graphiques, nous pouvons vous conseiller de faire des légendes qui sont assez claires et concises. Vous pouvez faire noter les axes, par exemple l'axe des abscisses pour représenter l'âge en année, ou alors l'axe des ordonnées pour les effectifs. Et ne pas surcharger les rapports avec beaucoup de graphiques, parce que trop de graphiques vous rend le rapport illisible. Vous devez privilégier les tableaux pour les résultats communs et mettre en évidence les résultats intéressants au moyen de graphiques. Et donc, vous devez utiliser les indicateurs et les représentations graphiques adéquates dans le cadre d'une statistique lorsque vous devez vous faire une analyse descriptive. Et donc, nous allons cette fois-ci vous montrer, après avoir présenté la statistique univariée, comment est-ce que la statistique multivariée, bivariée, en l'occurrence, fonctionne. Et donc, la motivation, c'est de pouvoir approfondir l'analyse. Et il est souvent utile lorsqu'il faut approfondir votre analyse, de croiser certaines variables entre elles. Croiser par exemple le niveau de satisfaction avec le sexe, pour voir est-ce que les femmes sont plus satisfaites que les hommes par rapport à un produit donné. Croiser l'âge et le sexe, par exemple, quelle est la moyenne d'âge avec les hommes ou chez les femmes. Croiser l'âge avec le poids, pour voir est-ce que l'âge est corrélé au poids. On peut faire des représentations statistiques différentes en fonction du type de variable croisée. Qu'est-ce qu'on croise, une variable qualitative et quantitative, ou alors une variable qualitative et quantitative, ou alors deux variables quantitatives. On peut avoir une appréciation, une représentation statistique qui est différente. En analyse descriptive bivariée, donc l'analyse bivariée descriptive prépare déjà à l'inférence statistique. On peut voir quel est le lien entre les variables, ou alors les corrélations qui y a entre les différentes variables. Et donc, de façon définitionnelle, nous pouvons considérer qu'on a deux séries statistiques X ayant L modalité et une autre variable Y ayant M modalité. Donc, ça, on se situe dans le cadre de deux variables qualitatives. On a par exemple, comme exemple, le niveau de satisfaction, passable, mauvais, bon, excellent. On a le sexe qui peut être masculin ou féminin, le tableau de contingente
permet de résumer deux variables, de croiser deux variables qualitatives. Donc ce tableau de contingence est basé sur l'effectif et la fréquence de chaque croisement de variables. Donc comme notion supplémentaire, on peut avoir la fréquence ligne, la fréquence colonne ou conditionnelle. Et donc ce tableau permet de manière descriptive d'étudier le lien entre deux variables qualitatives. On peut par exemple faire des tests du qui-deux pour voir si les deux variables sont indépendantes ou pas lorsqu'on utilise un tableau de contingence. Et donc, comme représentation, on peut de façon claire voir sur ce tableau qui s'affiche à votre écran que pour chaque variable étant donné une modalité, une variable, on peut considérer, si on considère par exemple que notre variable ligne c'est la variable x et notre variable colonne c'est notre variable y, on a étant donné pour chaque couple de modalités, on a l'effectif correspondant au couple de modalités et donc la somme sur la ligne, sur chaque ligne correspond à l'effectif de la modalité ligne, de chaque modalité ligne. Donc on peut également avoir la somme, le total sur la colonne qui représente l'effectif total de la modalité considérée en colonne. Donc NIG tel que représenté là, notre tableau représente l'effectif conjoint de la modalité XI et de la modalité XJ. NI point représente l'effectif marginal de la modalité XJ. N.J représente l'effectif marginal de la modalité XJ et N la taille de l'échantillon, qui n'est rien d'autre que la somme de tous les effectifs conjoints de notre tableau descriptif. Et pour ce qui est de la statistique bivariée, on peut également regarder les fréquences du couple de modalités X, Y, J, comme la fréquence, comme l'effectif correspondant à ce couple de modalités là sur l'effectif total. Donc la fréquence marginale de la modalité XJ va consister va se calculer par le ratio de l'effectif de la modalité correspondant à l'effectif total. Donc on peut avoir le tableau de fréquence qui regroupe en son sein non plus les effectifs comme dans le cas du tableau de contingence, mais plutôt les fréquences correspondantes au couple de modalités. On peut faire une représentation conditionnelle ligne en représentant les fréquences de la modalité XJ parmi les individus représentant la modalité XI. Et donc vous allez remarquer que sur ce tableau représentant les fréquences conditionnelles ligne, la somme sur chaque ligne est égale à 1. La somme, on peut de la même façon définir la fréquence conditionnelle colonne de la même façon qu'on a défini les fréquences lignes, et dans ce cas là on aura une somme sur les colonnes qui sera égale à 1 à chaque fois. Et donc on peut représenter on peut croiser nos différentes, on peut par exemple croiser la satisfaction avec le sexe, pouvoir essayer de regarder dans ce tableau que en croisant le niveau de satisfaction et le sexe, cela permet d'avoir par exemple l'effectif parmi les 280 individus de notre échantillon. On a par exemple 30 femmes qui ont noté que le produit est mauvais. On peut avoir le pourcentage des hommes qui ont voté mauvais dans notre échantillon. On peut avoir parmi les 40 individus qui ont noté mauvais le pourcentage des femmes le pourcentage des hommes ou des femmes dans notre échantillon. Et donc pour pouvoir représenter, on peut utiliser un diagramme à barres groupées puisqu'on a deux modalités, deux variables qualitatives qui croisent l'appréciation et le sexe. Donc pour chaque appréciation, on peut regrouper en différents sexes. On voit par exemple que ceux qui ont noté par exemple mauvais, il y en avait 30 qui étaient des hommes et 10 qui étaient des femmes.
Dans le cas qui ont noté passable le produit, il y en avait 45 qui étaient des hommes et 20 qui étaient des femmes, et ainsi de suite. On peut faire une représentation similaire où on représente le sexe en ligne et puis en fonction des différentes appréciations. On peut également faire des diagrammes à barres compilés. Au lieu de faire des diagrammes à barres groupés comme dans le cas précédent, on fait plutôt un diagramme à barres compilé ou alors en mosaïque, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Et donc, une dernière représentation qu'on peut avoir des données quantitatives, ce sont des représentations des données, des ajustements. Si on a par exemple à représenter une variable quantitative et une variable qualitative, on peut par exemple, étant donné chaque modalité de notre variable qualitative, calculer la moyenne de cette modalité-là et les cas types correspondantes à la modalité. Donc, on va représenter la moyenne et les cas types de chaque modalité de notre variable quantitative. Et réciproquement, étant donné chaque modalité de notre variable qualitative, on peut calculer la médiane de notre variable quantitative dans l'échantillon, l'échantillon de personnes correspondant à la modalité. On peut calculer la médiane, on peut calculer les différents quartiles pour la modalité considérée pour pouvoir représenter une variable quantitative et qualitative, le croisement de deux variables dont l'une est quantitative et l'autre qualitative. Voilà la représentation qu'on peut faire. Et donc, si on veut faire pratique, on peut prendre un exemple de croisement de l'âge et du sexe. Et donc, pour chaque sexe, on peut calculer la moyenne d'âge chez les hommes, la moyenne d'âge chez les femmes, ainsi que les cas types. Pour chaque sexe, on peut calculer la médiane et puis les différents quartiles de notre modalité. Voilà comment on peut représenter de façon pratique un croisement entre une variable quantitative et une variable qualitative. On peut également représenter une boîte à moustache de notre variable quantitative dans chaque modalité. Pour ce qui est de chaque modalité, on représente la boîte à moustache de notre variable dans les différentes modalités. Pour ce qui est du sexe et l'âge, par exemple, on peut représenter une boîte à moustache pour les hommes et une boîte à moustache pour les femmes dans notre échantillon, et ça permet de voir les différentes disparités entre chez les femmes et chez les hommes. On voit que chez les hommes, la médiane est plus élevée, que ce soit la médiane ou les différents quartiles sont très distants chez les hommes et chez les femmes. Ça permet de capter une certaine disparité entre la population masculine et la population féminine d'un point de vue descriptif. Maintenant, le dernier cas de figure, c'est un croisement entre deux variables quantitatives. Donc, la première idée qui doit nous venir en tête, c'est de représenter le nuage de points croisés, la taille par exemple au poids. On représente par exemple en abscisse de notre nuage de points la taille en centimètres et en ordonnée le poids. On veut voir s'il y a une corrélation entre la taille et le poids. Et donc, les indicateurs statistiques qui permettent de voir si la corrélation est bonne entre nos deux variables. Lorsque notre taille est considérable, l'utilisation du coefficient de corrélation linéaire de Pearson qui permet de mesurer l'intensité du lien entre nos deux variables. Ce coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. S'il est égal à 0, il n'y a pas de corrélation linéaire entre nos différentes variables. Et lorsqu'il est au-delà de 1, il y a une forte corrélation. Lorsqu'il est égal à 1, il y a une corrélation parfaite entre nos différentes variables. Et ce coefficient de corrélation linéaire se calcule en faisant le ratio entre la covariance de nos variables par le produit des écarts types de nos différentes variables. Et donc, il faut faire attention à l'absence, à penser que l'absence de corrélation linéaire entre deux variables
sous-entend qu'il n'y a pas de relation. Il peut ne pas avoir de corrélation linéaire, mais avoir une autre corrélation via une autre transformation. Et donc, en croisant nos deux variables, on peut revenir à notre nuage de points. Si on prend le poids et la taille, si on trouve par exemple une corrélation de 0,68, on peut croire qu'il y a une forte corrélation entre la taille et puis le poids de l'individu. Donc, en guise de conclusion pour ce qui est de ce tutoriel, il faut remarquer qu'il y a une démarche générale de la statistique, donc le recueil de données, et puis la statistique descriptive au moyen d'indicateurs statistiques et de représentations graphiques choisies en fonction du type de variable, et puis la statistique inférentielle qui consiste à l'extrapolation de nos résultats calculés sur un échantillon à la population sous-jacente, qui est basé sur le calcul de probabilité. Voilà. La statistique descriptive sous SPSS. Nous allons vous montrer comment on peut faire de la statistique descriptive sous SPSS, comment calculer des moyennes, comment faire des graphiques assez attrayants sur ce logiciel-là. Donc, voilà. Donc, vous devez garder à l'esprit que le principal onglet utilisé lorsqu'on fait de la statistique descriptive sous SPSS, c'est l'onglet Analyse. L'onglet Analyse, l'onglet principal, et puis l'onglet graphique. Voilà, ces deux onglets-là sont les deux les plus utilisés. Voilà. Lorsqu'on veut, par exemple, par exemple un tableau. Regardez par exemple la répartition par sexe dans une base de données. Vous remarquez que dans notre base de données, on a un certain nombre de variables qui sont le code d'identification. Nous avons là affaire à une base de données sur des patients, une base de données médicale sur un certain nombre de paramètres médicaux sur des patients. On a l'âge, on a le sexe et un certain nombre d'informations sur les pathologies que peuvent avoir les patients. Voilà, on peut par exemple regarder la répartition par sexe de notre échantillon à travers un tableau. En fait, tout simplement, on va dans l'onglet Analyse, analyse statistique descriptive et puis fréquence. Voilà, on peut regarder les fréquences, on clique sur fréquence. On choisit notre variable sexe, on la sélectionne, on l'envoie au moyen de la flèche dans la boîte de dialogue correspondant aux variables. Et on peut aller dans l'onglet statistique, on peut essayer de voir. Dans un premier temps, nous allons nous limiter aux valeurs par défaut. Nous allons cliquer sur OK. Vous voyez que le tableau est là bien présenté, que nous pouvons copier et le coller par exemple sur Excel ou d'autres logiciels. On peut le copier et le coller ailleurs, mais qu'à cela ne tienne, vous voyez donc la répartition par sexe dans notre échantillon qui contient au total 108 personnes, soit 56 de sexe masculin et 52 de sexe féminin. Les personnes de sexe féminin représentent 48,1%, tandis que ceux de sexe masculin représentent 51,9% dans notre échantillon. Vous voyez bien là que notre répartition par sexe est faite. Voilà, nous allons revenir dans l'onglet Analyse, fréquence. Nous allons choisir notre variable sexe. Nous pouvons aller dans Statistiques, demander par exemple de nous donner les quartiles. Bon, en fait, étant donné que c'est une variable qualitative, nous ne pouvons pas le faire. Nous allons le faire lorsqu'il s'agira d'une variable quantitative. Vous voyez qu'il y a tout un éventail d'options qu'on peut cocher. Nous allons prendre par exemple la variable H, qui est une variable quantitative. Nous allons aller dans Statistiques, nous allons demander par exemple les différents quartiles. Il va nous donner le premier quartile,
25e, le premier quartile, le deuxième et puis le troisième quartile. On peut par exemple demander de calculer par exemple le 99e percentile. 99, nous allons cocher tout simplement percentile et puis nous mettons 99 et puis nous cliquons sur ajouter. Voilà. Nous pourrons également calculer par exemple les cas types, le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane, le mode si nous voulons. Et puis cliquer sur poursuivre. Et puis on peut également aller dans graphique, on peut par exemple mettre, cocher diagramme circulaire, on peut mettre histogramme, bon, dans ce cas je vais par exemple mettre diagramme circulaire. Et puis poursuivre. Donc voilà. Bon, pour ce qui est des valeurs du graphique, on peut choisir soit les fréquences, soit le pourcentage. Je vais choisir le pourcentage dans ce cas. Et puis poursuivre. Et puis OK. Bon, vous voyez que, bien évidemment, graphique n'avait pas trop de sens dans ce cas, dans la mesure où en fait, il s'agit d'une variable quantitative. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez que l'âge est là, la moyenne d'âge est de 64,97 ans, la médiane est de 68 ans, le mode est de 70, l'écart type est de 13, et ainsi de suite. On a le 25e percentile, voilà le premier quartile, qui est de 56,25 et ainsi de suite. On a également le 99e percentile qu'on a demandé, qui est de 88 ans. 88 ans. Vous voyez que notre diagramme en secteur a été fait. Vous voyez qu'il y a tellement de modalités, il y a, voilà, c'est pas très approprié. Ça aurait été intéressant dans le cas où on avait une variable qualitative, par exemple, à 2, 3 ou 4 modalités. Mais quand cela le tient, il a représenté les différents âges en fonction de leurs effectifs. Vous voyez qu'un tel graphique est quasiment illisible et inapproprié dans les analyses statistiques. Par contre, si nous revenons par exemple à notre statistique descriptive et que nous mettions par exemple le sexe, dans ce cas par exemple on peut aller dans graphique et choisir par exemple graphique circulaire et puis pourcentage comme option, poursuivre et là avoir notre diagramme en secteur qui est là. Et vous voyez qu'il est bel et bien, qu'on peut bel et bien interpréter du moment où il n'existe que deux modalités. Voilà, ça c'est pour ce qui est. On peut également, pour ce qui est des statistiques descriptives, essayer de regarder faire des tableaux croisés. Par exemple, on veut voir comment évolue la population en fonction du sexe et d'une autre variable qualitative. Donc, on va tout simplement dans analyse, statistique descriptive, et puis on choisit l'option tableau croisé. En ligne, je vais mettre par exemple le sexe, et en colonne, je vais choisir une autre variable qualitative, comme par exemple hypertension, les patients qui ont ou par l'hypertension artérielle, HTA. Voilà, donc lorsque je croise ces deux variables, vous voyez qu'on a la répartition par, des patients ayant l'hypertension artérielle en fonction du sexe. On peut remarquer par exemple que sur 56 personnes de sexe masculin, 31 ont l'hypertension et 25 pas dans notre échantillon. Également, sur les 52 femmes qui sont dans notre échantillon, 31 ont l'hypertension et 22 n'en ont pas. Voilà. On peut, lorsqu'on fait le tableau croisé, étant donné qu'on veut croiser le sexe et l'hypertension artérielle, on peut parler dans statistique et demander de mettre peut-être le qui de en même temps on fait le test de qui de par exemple, on peut le faire.
vous voyez donc que le test qui 2 est significatif, par exemple, au seuil de 10%. Donc, on peut considérer que le fait de faire l'hypertension artérielle est indépendant, euh, dépend du sexe. Voilà. Donc, il n'y a pas indépendance entre le fait d'être hypertendu. Ça veut dire qu'il y a tout simplement une corrélation entre le fait d'être le sexe, entre le sexe et la pathologie hypertension artérielle. Voilà. Donc, on peut également, en termes de tableau croisé, demander par exemple, ici on a demandé le test du Ki2, on peut demander les corrélations s'il s'agit par exemple de variables quantitatives, on peut coefficient de contingence, on peut en fonction de la faisabilité, on peut par exemple regarder les statistiques de risque qui sont notamment les odds ratio, les statistiques des risques qui donnent en même temps l'odds ratio et puis le risque relatif. Le risque relatif, nous pouvons essayer de le faire pour voir. On voit par exemple que l'odds ratio du sexe masculin par rapport au sexe féminin est de 0,9. Voilà, par exemple, on a également le risque relatif. Voilà, donc voilà en quelque sorte. Bon, pour ce qui est si nous avons par exemple des variables quantitatives, on peut aller si on veut par exemple calculer en même temps la moyenne, les cas types, et puis faire un certain nombre d'analyses, on peut aller dans l'onglet analyse toujours, statistiques descriptives, et puis descriptive au lieu de fréquent. On va choisir par exemple une variable quantitative, par exemple l'âge. L'âge, on peut aller dans options, demander de calculer la moyenne, les cas types, le minimum, le maximum, et ainsi de suite. Nous cliquons sur OK, on voit donc qu'il y a un tableau qui récapitule la taille de notre échantillon, le minimum, le maximum, la moyenne d'âge qui est de 64,87, puis les cas types. Alors, on aurait pu lui demander de calculer également d'autres indicateurs de statistiques descriptives. Voilà, pour ce qui est des graphiques, beaucoup plus spécifiquement, on peut aller dans l'onglet graphique et descendre la boîte de dialogue ancienne version. On peut choisir les diagrammes à barres, par exemple. Je choisis le premier modèle, par exemple. Je vais faire un diagramme à barres pour le sexe, par exemple. Je mets dans l'axe de catégorie. Puis, lorsque je clique sur OK, vous voyez que le diagramme à barre de sexe a été fait. Également, pour ce qui est des graphiques, on peut par exemple faire une boîte à moustache. On peut faire un diagramme circulaire également, mais boîte à moustache. Nous allons choisir boîte à moustache. Voilà, choisissons le cas simple. On va définir par exemple la boîte à moustache pour l'âge et les différentes catégories. Ça sera par exemple le sexe. Donc, avec des catégories, nous allons mettre la variable qualitative qui permet de séparer l'âge. Voilà, donc nous cliquons sur OK. Vous voyez que la boîte à moustache a été faite pour chaque en fonction du sexe. On a par exemple les éléments aberrants qui sont là, qui sont en dehors de la boîte à moustache, la médiane, le premier percentile et puis le troisième percentile, qui sont même, voilà. Donc, vous voyez que nous vous avons donné quelques éléments essentiels qui peuvent vous permettre à la longue, après quelques petites recherches personnelles, de pouvoir faire de façon plus intéressante les statistiques descriptives. Nous pensons que ce que nous avons donné conçu l'essentiel qui peut vous permettre au moyen, après avoir fait des recherches dans les onglets, ça et là,
de pouvoir faire encore mieux et améliorer votre niveau en statistique descriptive. Voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.